Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois un ami, Stéphane Alix. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Alors, nous allons parler de sujets difficiles, mais nécessaires, je pense d'en parler. On va parler de violences intrafamiliales, de violences infantiles, d'inceste, violences sexuelles, d'amnésie traumatique. On va aussi parler des voies de guérison comme les psychédéliques. Donc, un sujet difficile que Stéphane a abordé dans un premier ouvrage, Nos âmes oubliées, paru en 2021 chez Albin Michel. Et nous allons parler de sa mise en forme en BD. Regardez, quel magnifique BD, paru au Lombard. Et les dessins sont de Grégory Panaccione. Moi, je le prononce à l'italienne. Je ne sais pas comment on le prononce en général. Eh ben, écoute, moi je dis Panation, mais il n'est pas italien, il est français, mais il habite en Italie. Voilà, donc un mélange des deux. Alors Ouais. Stéphane, je pense que les gens te connaissent. Tu as publié de nombreux ouvrages et tous des best-sellers. Je ne sais pas comment tu fais ton compte, mais ce sont tous des best-sellers. Tu es donc journaliste à la base et puis tu as fait une grande quête autour de la mort et de la conscience. Tu as aussi fondé l'INRES et donc nous voilà aujourd'hui pour parler de ces sujets. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à propos de toi pour commencer cette interview? Bah, écoute, tu as déjà posé pas mal d'éléments euh, par rapport au fait voilà, mes livres, tu les qualifies de best-sellers, c'est surtout les lecteurs et les lectrices que je veux remercier parce que sans eux, ces livres n'existent pas. Et, et ça me touche particulièrement parce que les sujets que j'aborde, essentiellement lié à la question de la conscience, mais aussi de la mort et des différents aspects des mystères de notre inconscient. Euh, c'est pour moi des sujets qui sont essentiels. J'ai été catapulté sur ces univers-là après la mort de mon frère. J'ai découvert des choses absolument incroyables, à la fois avec la science et à la fois en faisant moi-même des expériences. Et c'est vrai que pour moi, ces sujets sont plus qu'essentiels parce qu'ils touchent à la vie, à la mort, au sens de l'existence, ils touchent à notre chemin spirituel, à notre cheminement. Moi, j'ai découvert des clés, des ressources au cours de mon parcours qui m'ont aidé à changer, à guérir, à devenir peut-être un peu plus lucide de ce qui j'étais. Et ça m'apparaît totalement essentiel. Donc, le fait que ça touche des lectrices, des lecteurs, qui peuvent peut-être se retrouver dans ce que je partage, bah, c'est très émouvant pour moi et c'est motivant et ça me motive fortement à continuer en fait. Oui, et tous tes livres mélangent effectivement ton histoire personnelle ou tes expérimentations et des aspects plus scientifiques. Il y a aussi cette quête d'essayer de comprendre. Ton ouvrage, d'ailleurs, le dernier gros ouvrage qui est La mort n'existe pas, est vraiment une bible par rapport à ça, où tu vas vraiment chercher dans tous les sens, tous les angles de vue sur cette conscience euh, par rapport aux connaissances actuelles. Oui, c'est vraiment une synthèse. C'est vrai que c'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai voulu rassembler l'ensemble des thématiques que j'avais pu aborder pendant toutes ces années, que ce soit les expériences de mort imminente, la médiumnité, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, toutes les expériences extraordinaires autour de la fin de vie, qu'est-ce que la science a à dire de ça, et puis aussi le parcours plus subjectif qui a été le mien, qui m'a permis de basculer d'une compréhension et d'une relation mentale à ces questions-là, qui a ses propres limites, à une relation plus expérientielle, parce que savoir que la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau, savoir que nous sommes beaucoup plus que cet être de chair et d'os, c'est quelque chose intellectuellement, mais le challenge, et ce qui est vraiment une source de ressources extraordinaires, c'est de l'intégrer, de faire de cette réalité-là quelque chose que l'on essaie d'appliquer au quotidien. Et ça passe par l'expérience personnelle, ça passe par le voyage, ça passe par la subjectivité. Et dans ce sens, mon cheminement, d'abord chamanique, qui m'a emmené dans différents espaces et vers différentes
technique d'état modifié de conscience m'a vraiment permis d'avoir quelque chose qui a été fondamentalement guérisseur, et on va y venir parce qu'effectivement, un des gros morceaux, ça a été cette aventure que je raconte dans Nos âmes oubliées. Et d'ailleurs, oui, tu as présenté Nos âmes oubliées, le texte écrit. Sache que tous mes livres existent en format poche. Nos âmes oubliées a été publié il y a quelques temps en poche, comme La mort n'existe pas, qui est sorti il y a quelques mois en format poche aussi. Oui, ce Je qui dis ça rend. parce que voilà, dans ces temps de crise que nous Ouais, traversons, c'est appréciable que ces livres puissent être accessibles à ce petit prix et à ce petit format. oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de Nos âmes oubliées, où tu parles des violences sexuelles que tu as subies et aussi de cette amnésie, c'est-à-dire tu ne te souvenais pas, mais tu avais quand même des signes, puisque on en parlera également. Il y avait des répercussions au niveau de ton corps, hein, de ton corps manifestait quelque chose. Alors pour moi, c'est vraiment un livre d'utilité publique. C'est vrai que ce sont des sujets dont on parle plus maintenant. Il y a des mouvements comme MeToo. Mais c'est important que des gens comme toi, qui sont vraiment des gens connus, des stars dans le monde de la conscience, puissent parler de ça. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à en parler? Euh, Bah peut-être mon atavisme journalistique, c'est-à-dire que quand cette histoire est arrivée, quand j'ai découvert très tardivement, hein, il y a de cela 4 ans que j'avais vécu des abus sexuels dans l'enfance, sans en avoir absolument aucun souvenir auparavant, ça a été totalement dévastateur. Ça a été d'une difficulté inimaginable. Ça a remis à plat tout ce que je pensais être, avec une plongée dans l'ombre, une plongée dans pas la dépression, mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça, le vide absolu. Et, euh, et j'ai écrit, c'est-à-dire que enfin, j'écris tout le temps, j'écris un journal, je tiens un journal, donc chaque jour ou au moins plusieurs fois par semaine, je raconte un peu le fil de ce qui me passe par la tête. Et dans des périodes comme ça de ma vie où je suis en voyage, en investigation, en enquête, j'écris énormément. Donc j'ai tenu le journal quasiment jour pour jour, à la fois de la révélation de cet abus, et dans les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi, le récit point par point extrêmement détaillé de comment j'en suis sûr, comment je découvre, comment je gère ça en fait, comment je navigue avec ça. Donc après quelques mois, il y avait un texte suffisamment long et qui pouvait donner lieu à un livre. Sauf que le publier, le rendre public, c'était être obligé de révéler cette histoire en premier lieu à ma mère et à mes proches. Et j'avais une peur absolue de le faire parce que, ben voilà, on va sans doute entrer dans le détail de ça. Et puis, quelques mois après avoir déjà commencé un travail réparateur sur ce sujet, je suis allé voir mon kiné que je voyais de temps en temps. Et avant de commencer le soin, je me suis dit, il faut peut-être que je lui raconte ce qui m'est arrivé parce que ça a sans doute un impact sur mon corps et c'est bien qu'il le sache pour pouvoir travailler dessus. Et en même temps que je lui racontais et qu'il travaillait sur mon corps, il m'a dit, mais vous vous imaginez pas le nombre de gens qui, sur ma table, me racontent des histoires pareilles. Et là, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, il faut que cette histoire-là, je la partage. Il faut que je la partage parce que c'est pour ça que je suis devenu journaliste, hein. Je suis pratiquement journaliste depuis l'enfance. Mon envie de partager, mon envie d'apporter des éléments de compréhension. Et je pense que tout ce par quoi j'étais passé depuis plusieurs mois, ma compréhension, ma découverte de l'ampleur de ce phénomène qui est le phénomène de l'inceste et des abus sexuels, je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, j'ai mis au propre mon journal, je l'ai transformé en un livre, et puis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension, j'ai fait la route jusqu'à chez ma maman, qui habite dans la région parisienne, et je suis allé lui apporter ce livre en lui disant tu le lis et on en parle après. Et elle l'a lu, je suis resté chez elle les heures qu'il a fallu pour qu'elle le lise. Et sa réaction a été non pas celle d'une mère, parce que malheureusement je connais beaucoup de mères qui ont des réactions de défiance ou de méfiance
ou de mise en doute de ce que peuvent raconter leurs enfants, elle m'a instantanément cru et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et donc après cette étape-là, c'est bon, le livre pouvait entrer dans la lumière et devenir public, et c'est quelques mois après, il a été publié. Oui, parce qu'une révélation, c'est le dire à ses parents, c'est le dire à ses proches, c'est effectivement la crainte de ne pas être cru, mais c'est aussi quand on est cru toutes les répercussions qu'il peut y avoir au niveau familial. Ça n'a pas dû être très facile, ça non plus. Oh, ça, je m'en foutais. Je m'en foutais parce que c'est donc une personne de ma famille qui a abusé de moi. Mais je me sentais, et ça m'a beaucoup choqué aussi dans les premières semaines après la révélation, je me sentais le droit moral de le tuer. J'avoue ça littéralement. J'avais une colère, une haine, et surtout, je sentais que j'avais le droit, spirituellement et moralement, de le tuer. Heureusement, j'ai progressé un petit peu, et je me suis aperçu que si je le tuais, je m'enfermais moi-même définitivement dans ce rôle de victime, et que ma relation avec lui, qui est toujours vivant, devait passer par un autre processus. Mais voilà, je suis suffisamment aujourd'hui ancré, mûr pour prioriser un petit peu les étapes de la révélation. Donc moi, la seule étape difficile, et plus que difficile, c'était de l'annoncer à ma mère. Non pas qu'elle soit impliquée, mes parents ne sont évidemment pas impliqués, au contraire, mes parents ont été un espace de résilience formidable. Mais voilà, une maman qui découvre que son fils a été abusé, ça va convoquer évidemment de la culpabilité, mais pourquoi je ne l'ai pas vu, comment ça a pu se passer, à l'insu de ma vigilance, etc. Et donc, c'est cette dévastation que j'avais vécue, j'avais une appréhension folle de la répandre sur ma mère. Elle est âgée, elle est aimante, elle est pleine d'empathie, et j'avais une peur extrême que ça la dévaste autant que ça m'avait dévasté, et que ça puisse avoir des conséquences difficiles. Donc c'est ça qui a vraiment été compliqué à gérer. Et, euh, et voilà, et c'est une femme qui elle-même a énormément cheminé spirituellement depuis des décennies. Quand on était enfant, elle faisait de l'astrologie humaniste, donc elle avait déjà une propension à accepter de regarder les choses en face, à- à avoir le courage d'une confrontation avec son inconscient. Donc elle a accueilli ça en me témoignant une confiance évidente et sans limite. Et c'est ce que je raconte d'ailleurs à la fin du livre. Le dernier chapitre est consacré à ce moment de face à face où je lui apprends ce qui m'est arrivé. Et sa réaction, voilà, m'a sauvé la vie. C'est la réaction d'une mère. Et je le souligne, c'est exceptionnel parce que voilà, ce sujet, comme tu le dis, est de plus en plus, enfin, commence à monter de plus en plus dans la lumière, mais il est répandu, il est d'une banalité terrifiante, c'est-à-dire qu'un nombre incalculable de gens ont vécu ça dans le cercle familial ou élargi. Et bien souvent, bien souvent, bien souvent, le porteur de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire celle ou celui qui annonce avoir été abusé dans l'enfance, devient le vilain petit canard, devient le porteur de mauvaises nouvelles, et va provoquer une sorte de cristallisation du noyau familial contre lui ou contre elle. Ça, je l'ai vu beaucoup, et je l'observe moi-même dans ma famille. C'est-à-dire qu'au début, plusieurs personnes de ma famille m'ont cru, et ont compris, parce que connaissant le personnage, ils ont compris que c'était réel. Mais avec le temps, j'observe une recristallisation de cette famille autour du fait que, bon, j'ai peut-être déliré, j'ai peut-être inventé, j'ai fait du mal quand même. Voilà, la femme de l'homme qui a abusé de moi m'a même accusé de lui avoir gâché sa vie. Voilà. Dans un texto, tu te rends compte avec ce que tu racontes, tu viens de me gâcher la vie. Waouh! Et donc ça, faut avoir les épaules et l'entourage pour gérer ça. Euh, et, mais il y a quelques cas, voilà, qui m'ont été rapportés, que j'ai pu entendre de mamans qui ont été exactement comme la mienne, ou de papas qui ont été exactement comme ma mère, qui instantanément ont cru leur fille, leur fils,
et en ont tiré les conséquences, parce que ça bouleverse toute la vie. Quand une maman découvre que son mari a abusé de ses enfants, euh, bah, ça veut dire qu'il faut qu'elle foute le camp, quoi. Qu'elle foute le camp, qu'elle rompe une relation peut-être de 40, 50 ans. Et ça, il faut du courage, il faut une force d'âme intérieure colossale, et malheureusement, il y en a pas beaucoup. Oui, parce qu'il suffit pas d'être cru, hein, puisque bon, moi j'ai aussi vécu des abus sexuels, mes parents m'ont cru, mais pour autant, on n'en a jamais parlé. Et je devais avoir une vingtaine d'années, donc quelques années après la révélation, il y a eu un reportage, et donc on regardait le reportage sur l'inceste, les abus sexuels. Et mon père, heureusement, moi, c'était pas dans le milieu familial, c'était comme, disons, une sorte de milieu familial élargi. C'était la personne qui me gardait tous les jours depuis mes 3 ans. Et mon père m'a dit, oh, tu vas pas nous faire chier avec ça. Donc, c'est pas encore le tout d'être cru, comme toi tu dis, c'est qu'il faut après qu'il y ait les réactions qui soient adéquates par rapport au fait d'être cru. Et tu disais, j'ai eu envie de le tuer, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire que en psychologie, l'agressivité est une émotion complètement normale. L'agression est normale aussi en cas de défense. Ici, évidemment, comme c'est rétrospectif, c'est pour ça qu'on a envie, mais qu'on ne passe pas non plus à l'acte. Et puis tu dis, c'est passé par un autre processus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus par lequel toi tu es passé? Bah, c'est assez long, en fait. C'est-à-dire que ma réaction initiale, c'est-à-dire que dans les premières semaines après avoir découvert ça, j'étais dans cette colère absolue, cette haine, et vraiment ce désir de me défendre rétroactivement, comme tu le dis. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, à plus de 50 ans, j'avais la possibilité physique de lui faire du mal, chose que je n'avais pas quand j'étais enfant. Et, mais bon, il y avait au fond de moi un petit quelque chose qui me disait c'est pas la solution, je vais terminer en prison, enfin, je vais me transformer en meurtrier, et cette identité-là va me coller à la peau jusqu'à la fin de ma vie, donc ça va pas me faire avancer beaucoup. Euh, donc ça a réfréné mon envie de passer à l'acte. Et puis, euh, mais j'avais envie de trouver un moyen qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait. Je voulais l'entendre, je voulais lui parler, je voulais le confronter à ça. Le problème, c'est que j'étais dans un tel état de fragilité et de dévastation que le voir et m'exposer potentiellement à un déni de sa part pouvait me plonger dans la mort. Dans la mort. C'est-à-dire que à ce stade-là de très grande fragilité, si j'allais le voir et qu'il niait tout, plutôt que de ne pas le croire et de me dire, oh là là, euh, il me ment, c'est vraiment un salaud, ça allait très certainement me dire, oh là là, mais c'est peut-être moi qui ai tout inventé, etc. Et là, je pense que je ne m'en serais pas relevé. Donc j'ai finalement attendu 3 mois avant de trouver une opportunité qui me permettait d'aller le voir et d'être seul avec lui et de le confronter. C'est ce qui apparaît, c'est ce que je raconte à la fin de Nos âmes oubliées, c'est ce qui apparaît à la fin dans la bande dessinée. Et, euh, et sans tout révéler, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que, euh, tu sais, je pense que quand on est confronté à quelque chose de très difficile, avant d'y être confronté, on a une réflexion sur ce que l'on pourrait faire, sur ce que l'on voudrait faire, sur ce que l'on va faire. C'est une sorte de ressassement mental de différents scénarios. Et puis quand on est à l'instant précis du moment difficile, ça je l'ai vécu aussi devant quelqu'un en train de mourir, notamment mon père, tout d'un coup se révèlent en nous des choses insoupçonnables. Et je pense que ce qui se révèle, c'est tout d'un coup la puissance de notre âme, la puissance de notre harmonie intérieure, de notre force. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand je me suis retrouvé face à cet homme. Tout d'un coup, ma haine avait disparu. J'étais pas dans une forme de déni, euh, parce que tout d'un coup, je me retrouvais moi dans le rôle de victime et lui l'agresseur, et il reprenait
ses caractéristiques de dominant. Non, non, c'était vraiment que j'avais en face de lui l'expérience sensorielle de voir son âme prisonnière. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Nos âmes oubliées, parce que j'ai vu en face de cet homme un, un petit monstre recouvrant une âme qui, comme la mienne, comme la tienne, comme celle de toutes celles et ceux qui nous écoutent, est une, un réacteur de lumière, d'amour et d'harmonie. Et de par son parcours, de par sa vie, de par ce qu'il avait vécu lui-même dans l'enfance, j'ai pu voir en face de moi, en étant à 1,50 m devant lui, combien sa personnalité avait fabriqué une forteresse de colère, de haine et d'amour hystérique, j'aime bien ce terme-là, euh, qui l'avait fait devenir cet homme abusant, manipulateur, pervers, etc. Et donc j'étais, moi, dans cette énergie de mon âme propre, et je ne pouvais pas lui en vouloir à ce moment-là. J'étais uniquement dans le désir de permettre à son âme de créer une petite entaille dans cette carapace pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle reconnaisse, pour qu'elle réexiste un tout petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à travers des lapsus, à travers son comportement, à travers des choses hallucinantes qu'il m'a dit à ce moment-là, il a avoué. Il a avoué. Sa personnalité, son être, lui, n'a pas formulé une phrase en disant je reconnais ce qui s'est passé, mais ça s'est passé de façon non verbale, de façon que je ne peux pas trop détailler parce que c'est un peu long ici. Mais donc, je suis parti de ce rendez-vous, je suis parti de ce moment, je suis rentré chez moi avec la confirmation de son âme et l'aveu de son âme. Et un peu naïvement, je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant ça suffit. C'est bon, je suis guéri. Donc je suis rentré, j'ai terminé l'écriture du livre, il a été publié, et puis je me suis dit, voilà, ça y est, c'est bon, le boulot est fait, je suis guéri. Tu sais, nous, les mecs, on est peut-être un peu comme ça, plus que vous. On a tendance à dire, voilà, on fait 3 trucs et hop, c'est réglé, on n'a plus de problème. Et en fait, je me suis aperçu dans l'année qui a suivi la publication du livre que ça allait pas du tout, en fait. Ça allait pas du tout. La publication du livre n'avait rien réglé. Le travail thérapeutique que j'avais quand même engagé déjà n'avait rien réglé encore, et que j'avais tout à reconstruire. À reconstruire un nouvel être, un nouvel homme. Le Stéphane Alix, qui avait vécu plus de 50 ans, s'était construit sur cet abus, s'était construit sur un mensonge, s'était construit avec des dispositions psychiques et psychologiques qui permettaient d'être adaptées à partir de ce trauma initial. Mais à partir du moment où le trauma a été mis en lumière, bah, tout d'un coup, toute cette construction apparaissait comme complètement inepte et inexistante, en fait. Donc cet effondrement euh, profond, je l'ai vécu après la publication du livre, presque un an après la découverte de ces abus. Et, euh, et ça a été compliqué à traverser. Et maintenant, maintenant, ça va, mais ça a été un long process. En revanche, tu évoquais la problématique physique que j'avais, parce qu'effectivement, étant dans l'amnésie traumatique totale, je n'avais aucun souvenir conscient de ça, aucun, aucun, aucun. C'est vraiment arrivé comme une surprise totale au moment de la révélation, il y a 4 ans de ça. Mais en revanche, ce poison, ce fantôme, il était là. Il était là dans mon corps, dans mon être, dans ma psyché. Et c'est passé par, premièrement, pendant de très très longues années, des, des actes, des pensées, des états d'esprit qui étaient partiellement dysfonctionnels. Il y avait des aspects positifs, il y avait des aspects négatifs. Parmi les aspects négatifs, c'est que j'avais l'impression de ne... enfin, je ne savais pas qui j'étais, mais je fonctionnais dans ma relation aux autres, dans ma relation de couple, avec parfois des petites choses bizarres que je ne reconnaissais pas, qui étaient handicapantes, qui étaient pesantes, qui me plongeaient à certains moments dans des grands moments de doute, de désespoir, de questionnement. Euh, dans les aspects positifs, je mets des guillemets quand même, c'est que cet abus
euh, m'a coupé de moi, m'a coupé de mes émotions, m'a coupé d'une forme d'authenticité et m'a rendu uniquement attentif aux faits objectifs que je pouvais observer. Euh, donc c'est compliqué quand il s'agit d'exprimer de l'amour pour soi-même ou pour les autres, mais c'est très utile quand tu es journaliste. Et paradoxalement, et c'est ce que j'ai dit à ma fille quand j'ai annoncé aussi la nouvelle à ma fille, j'ai essayé de mettre en avant plutôt les aspects aidants, résilients que j'avais développés, à savoir cette rigueur, cette rationalité qui a été la mienne pendant des années, puisque comme je ne peux pas croire le monde subtil, je ne peux pas croire mes émotions, je ne peux pas croire mon monde intérieur, bah, je ne vais croire que ce que je vois, que ce que je vérifie, que ce que je contrôle. Donc voilà, ça encore une fois, bah, c'est ce qui m'a rendu peut-être si exigeant et si rigoureux dans mon travail d'enquête sur la question de la vie après la mort, parce qu'il était hors de question que je me laisse balader et embarquer dans des croyances ou dans des ressentis ou dans des trucs que je ne pouvais pas vérifier. Euh, voilà, donc j'ai vécu pendant plus de 50 ans euh, comme ça, coupé de mon subjectif, coupé de mes émotions. Ça a eu des aspects, ça a eu des bons aspects au niveau professionnel dans mon travail de journaliste. Ça a eu des aspects extrêmement délétères et compliqués à gérer dans ma vie intérieure, dans ma vie sociale. Et, euh, et puis, à force de ne pas s'écouter, à force de ne pas voir comment je pouvais dépasser ces épisodes de mal-être profond, il y a une maladie physique qui a commencé à se développer, une maladie inflammatoire dans l'estomac, qui a commencé il y a aujourd'hui 15 ans par des crises inflammatoires régulières. Donc j'avais deux, trois crises par an qui duraient plusieurs mois chaque fois. Et sans que je trouve à aucun moment comment guérir ça, quoi. La médecine conventionnelle m'avait dit, vous inquiétez pas, ça va durer tout le temps. Si les crises deviennent trop importantes, vous prendrez des médicaments pour calmer l'effet des crises. Et quand je posais la question, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, psychologiquement parlant, ou même dans mon alimentation, est-ce que je peux changer quelque chose? Non, 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 ça ne sert à rien, prendre des médicaments. Enfin voilà, j'avais vu les bons médecins que l'on connaît dans notre monde. Et donc pendant 10 ans, j'ai vécu avec ça, avec ces crises régulières. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fini l'écriture du livre, ça a cessé. Ça a cessé et ça fait maintenant 4 ans que ça a disparu. Que cette pathologie qu'on m'avait diagnostiquée comme étant définitive a radicalement disparu. Et dans le cadre de mon enquête, j'ai découvert les travaux d'un chirurgien viscéral canadien, dont j'ai plus le nom en tête, mais il est cité dans le livre, qui a beaucoup travaillé sur ce type de pathologie et qui a découvert que quasi systématiquement, les gens qui développaient ces pathologies de l'estomac, des intestins, du côlon, avaient vécu des abus dans l'enfance et que le lien était tellement systématique que c'en est devenu vraiment troublant. Et ce chirurgien avait plus de 30 ans d'expérience. Il a raconté ça dans un livre qui s'appelle euh, ah bah j'ai oublié le titre. Ce- Enfin, bon, si on peut mettre les références en commentaire sous la vidéo, on les trouve On dans le fera livre, ça. évidemment, mais voilà. Et Oui, on voilà, sait donc, effectivement que les traumatismes, même s'ils sont oubliés de la mémoire consciente, en fait, ils vont activer le système nerveux autonome, donc le système sympathique, donc celui qui nous met en action, et l'axe hypothalamo-hypophysaire, et que tout ça, effectivement, est responsable de l'inflammation. Donc, c'est clair, quand on ne peut pas parler, quand c'est amnésié, parce que l'interdiction, elle est même, je dirais, au niveau de l'inconscient, eh bien, effectivement, ça va se répercuter dans le corps. Des gens comme Bessel van der Kolk, il le dit, que ça va s'imprimer finalement dans le corps et qu'on peut avoir des sortes de flashbacks, mais sans souvenir. C'est-à-dire qu'on va réagir à certaines choses de façon inconsciente, sans repérer nécessairement les déclencheurs et que c'est comme si notre corps, quelque part, se souvenait de ce qui nous était arrivé. bah ça, c'est pas mon domaine, je suis pas dans le médical, donc je veux pas me prononcer là-dessus. Moi, je ne peux parler que de ma propre expérience. Mais c'est vrai que j'avais lu dans le récit de ce chirurgien une phrase qui m'avait frappé, il écrivait, mais qu'est-ce que c'est que l'inflammation en fait? C'est une réaction de défense à quelque chose qui est intrusif.
et moi j'avais une réaction de défense dans le bas-ventre contre quelque chose qui était intrusif. Et voilà, vous avez compris ce que ça évoquait pour moi, quoi. Bien sûr. Tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit j'étais trop fragile pour aller le confronter dans un premier temps. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est que quand on découvre, hein, quand la levée d'amnésie se fait, on a envie d'aller confronter la personne. Et je pense qu'il faut parfois faire un travail avant, alors soi-même, en écrivant, en allant voir un thérapeute, peu importe. Mais parce que souvent, on attend que l'autre reconnaisse. Toi, tu as reconnu cet aveu des micro-signes, j'ai envie de dire. Si on attend que l'autre reconnaisse verbalement, c'est rarement le cas. Ça arrive, j'ai eu dans ma consultation euh, des pédophiles qui ont accepté de reconnaître leurs actes, mais c'est quand même très très rare. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est encore plus destructeur. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, mais pour le faire, il faut peut-être être accompagné, donc pas au moment de la confrontation, mais accompagné avant pour faire un travail, pour pouvoir le faire et peut-être comme toi, pouvoir dans des lapsus, dans des petits signes, dans des attitudes, dans des comportements, euh, lire l'aveu. Oui, oui, ça c'est évident, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, euh, après la découverte de cette expérience qui s'est produite pendant une séance de psychothérapie assistée par des psychédéliques, j'ai continué à travailler avec la thérapeute et pour elle, sa priorité, je le raconte beaucoup dans le livre, et c'est pour ça que sur la couverture du livre, il y a ce petit Stéphane. Elle m'a dit, le petit Stéphane vient de s'exprimer, vient de dire quelque chose qu'il n'avait pas à dire depuis 50 ans. Avant toute chose, prends soin de lui et écoute-le. Écoute-le. Avant d'aller vouloir vérifier, avant d'aller vouloir confronter le, le- la personne, avant toute chose, écoute-le, accueille-le, entends-le. Et j'ai eu des moments émotionnellement très, très, très forts de discussion avec ce petit garçon où euh, j'habitais dans le Lot à l'époque et je me suis promené dans les arbres, avec lui, en l'écoutant, en pleurant tout ce que je pouvais pleurer, parce que j'avais le sentiment qu'il s'exprimait enfin. Et donc le travail thérapeutique de ce que j'ai pu en comprendre pendant les premières semaines et les premiers mois a vraiment consisté à laisser de côté tout le monde extérieur pour laisser ressortir à la lumière ce petit Stéphane qui s'était tu depuis l'âge de quelques années. Euh, et, et, je me suis posé la question, tu vois, il y avait la confrontation avec mon agresseur qui est toujours vivant, mais il y avait aussi la question du dépôt de plainte. Est-ce que je dépose plainte? Est-ce que je pose un acte pour dire officiellement dans le système judiciaire de mon pays qu'il m'est arrivé ça et que je veux réparation? Et ma décision, mais ça n'engage que moi, ma décision a été de ne pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, la prescription. Euh, Parce que les faits se sont produits il y a plus de 30 ans. Euh, mais aussi par une réflexion. Et encore une fois, je veux vraiment donner aucune leçon, aucune directive. Je partage juste ce qui a été mon cheminement. En lisant des livres de témoignages de gens ayant vécu ce genre de choses, en lisant des travaux de psy, notamment la psychiatre Muriel Salmona, qui a consacré un énorme travail sur les abus sexuels et l'inceste et l'amnésie traumatique. Euh, j'ai quand même assez rapidement constaté que les dépôts de plainte dans ces cas de figure aboutissaient pas beaucoup et que ça réactivait surtout pendant des mois, voire des années, la souffrance, la position de victime, sans avoir en plus de possibilité d'aboutir. Mais je le comprends d'une certaine manière. C'est-à-dire, je le comprends. Moi, à plus de 50 ans, j'accuse quelqu'un de faits qui se sont produits il y a 40 ans. Comment je le prouve? Comment je le prouve? Euh, je... Peut-être que je suis trop empathique, mais si je me place du côté de l'agresseur, c'est aussi normal que il ait besoin, la justice ait besoin de preuves pour pouvoir condamner une telle personne, parce que
Oui, ça Donc, pourrait être de on est la dans un... vengeance familiale, tu l'aimes pas, tu vas déclarer ça. Donc, il faut effectivement que la justice puisse établir des faits, Ouais, et le même si problème, c'est effectivement très compliqué. c'est que dans mon cas, en tout cas, comment établir des faits, j'avais pas la solution. Donc j'ai hésité, hein, j'habitais à ce moment-là donc dans le Lot, pas très loin d'une gendarmerie, et en allant faire mes courses dans le village, je passais tous les jours ou enfin, très régulièrement devant cette gendarmerie, et plusieurs fois je me dis bon, je rentre, je dépose plainte, et, euh, et voilà. Et j'ai pris la décision, et encore une fois, ça n'engage que moi, de ne pas engager ce processus judiciaire. Euh, voilà, parce que je me disais que ça avait quasiment aucune chance d'aboutir, et surtout je voulais pas figer, euh, ce moment, je voulais pas figer cette dimension de ma personnalité en tant que victime. Je voulais, je savais que le processus de guérison, s'il existait, il passait par un chemin plus intérieur. Et encore une fois, je suis très embarrassé de parler de tout ça comme ça parce que je ne veux surtout pas donner de conseils à qui que ce soit. Ce, ce- ce- ce genre de choses est tellement dévastateur, tellement fou qu'il n'y a pas une solution. Voilà, je te partage à titre personnel, moi, ce que j'ai voulu faire. Je ne sais pas si c'est la solution, si c'est la meilleure chose à faire ou pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, Mais là encore, hein, moi, je ne prends pas position avec les personnes que j'accompagne, mais je leur dis à quoi elles doivent s'attendre. Et là aussi, je pense que si on part sur un processus où on va en justice, il faut que la personne soit bien entourée, soit bien soutenue. Parce que là, encore plus qu'ailleurs, l'agresseur va se défendre. Donc déjà dans le face-à-face, quand il n'y a pas de témoin, les agresseurs reconnaissent pas très volontiers leurs méfaits, mais devant la justice, encore moins. Là, ils essayent de défendre leur peau. Donc on passe sous le rouleau compresseur, toute la vie est étalée. Donc pour moi, c'est tout à fait OK que les victimes le fassent, mais c'est bien d'être entouré et d'être soutenu par rapport à ce processus-là. Et puis, ouais. est-ce qu'il était aussi en capacité encore de nuire? Parce que c'est aussi souvent ça qui va être un élément pour les victimes de passer en justice. Est-ce que cet homme ou cette femme, éventuellement, est-ce qu'elle peut encore nuire à d'autres jeunes, à d'autres enfants? Oui, effectivement. C'est vrai que si cette personne avait eu, je sais pas, si moi j'avais eu 20 ans et que cette personne en avait 40 ou 50, elle aurait été complètement, effectivement, tu le dis, en capacité de continuer. C'est vrai que tu as complètement raison. Cet aspect-là du dépôt de plainte qui pourrait éventuellement permettre à quelqu'un d'être stoppé dans ses actes est aussi extrêmement important. Dans mon cas, Il était c'est très âgé quelque chose. déjà. Il est très âgé, il avait 90 ans quand je l'ai confronté, il en a aujourd'hui 80, enfin plus. Donc je savais que matériellement, il était plus en capacité d'exercer son emprise et sa- ses violences sur autrui. Tous les événements sont passés et antérieurs. Euh, je suspecte de ne pas avoir été le seul, même dans la famille. Mais là, curieusement, dans la famille, personne n'a envie d'entendre ça. Donc, j'ai juste une cousine qui, euh, qui est la seule à avoir vraiment, comment dire, acté de cette réalité, parce qu'elle-même sentait, bien avant que je lui parle de cette histoire, bien avant que je la découvre moi-même, elle-même sentait, dès que ses enfants étaient à proximité de cet homme, qu'ils étaient en danger. C'est une femme assez intuitive. Donc quand je lui ai révélé ça et quand je lui en ai parlé des années après qu'elle ait vécu ça, elle m'a dit, mais ça m'étonne pas, j'ai toujours senti ça, etc. Mais il y a d'autres enfants qui sont aujourd'hui adultes dans cette famille et manifestement, on ne m'a pas partagé la moindre inquiétude sur le fait qu'ils aient pu être concernés. Voilà. Voilà aussi la réalité de notre monde où on préfère le déni, l'immobilisme à, à la mise en lumière de choses qui peuvent être déstabilisantes à ce point-là. Moi, ça me stupéfait, ça me stupéfait, mais bon, tel est l'homme. Oui. Alors, cette amnésie traumatique, hein, on sait que 20 à 40% selon les études des personnes qui ont vécu des agressions, notamment dans l'enfance, mais pas uniquement,
ont des amnésies partielles ou totales. Et toi, c'était une amnésie totale, ce qui est plus rare, bien sûr, que les partielles. Ça, on se rend bien compte que les partielles peuvent être plus fréquentes. Mais ce qui est étonnant dans les amnésies totales, qui est ton cas, c'est qu'on va aussi trouver des pans entiers de la vie, même les choses qui peuvent être positives, qui ont disparu. Hein, Mm. c'est-à-dire que la personne ne se souvient pas des agressions sexuelles, mais elle ne se souvient pas non plus, j'ai envie de dire, du quotidien, de la vie normale. Il y a beaucoup de souvenirs qui, comme ça, passent à la trappe, comme si ben, on jetait le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire qu'on on perd la mémoire du souvenir qu'on veut oublier, mais du coup, on va aussi oublier tout ce qui serait bon, utile ou même agréable. Est-ce que ça t'est arrivé? Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toute mon enfance a disparu. Toute mon enfance a totalement disparu. C'est comme si j'avais pas été là. Euh, et j'en rigolais presque, parce que ça a été une évidence constante toute mon adolescence, le début de mon âge adulte. Je savais que mon enfance avait été oubliée. Et pas une seule seconde, je me suis dit qu'il avait pu se passer quelque chose de traumatique qui est conduit à cette amnésie. Pour moi, c'était bon, bah voilà, je suis comme ça, quoi. Bon, avant la mort de mon frère, j'étais pas versé dans l'univers de la spiritualité ou de la psychothérapie j'étais reporter de guerre, j'étais bien le bourrin, voilà. Donc j'avais pas de fenêtre qui aurait pu permettre de vivre une expérience d'état modifié de conscience, d'hypnose ou autre. J'étais dans mon activité. Mais c'est le cas, c'est-à-dire que mon enfance a totalement disparu, comme tu dis, que ce soit les bons, les mauvais souvenirs, la moindre mémoire. Donc les seuls souvenirs, entre guillemets, que j'ai, c'est pas vraiment des souvenirs, c'est des choses que mes parents m'ont racontées. Ah bah, tiens, tu te rappelles quand tu as fait ça? Non, non, je me rappelle pas. Puis du coup, ils me le racontent, et puis ça crée une espèce de souvenir, enfin une carte postale qui se greffe sur une trame de choses absolument invisibles et inconnues. Alors c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont de plus en plus étudiés. Longtemps, on a ignoré en fait hein, ces amnésies traumatiques. Maintenant, il y a des chercheurs en neurosciences qui essayent d'expliquer. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, ben, on pense que le fait quand on vit ces événements, on est dans des stress intenses, donc on va produire beaucoup d'hormones de stress. Normalement, ces hormones de stress, elles vont contribuer à consolider très très fort le souvenir, c'est-à-dire que ce souvenir va être euh, très très présent. Et ça, on le voit, c'est dans certaines personnes vont avoir beaucoup de flashbacks, hein, vont avoir une sorte de hypermnésie, de super mémoire des souvenirs traumatiques, mais ces bouleversements en termes hein, de ces neurotransmetteurs et de ces hormones de stress, en fait, bah, elles peuvent jouer le rôle inverse, c'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte que la mémoire va être bizarre, euh, elle va être là, mais pas accessible au niveau conscient. Alors évidemment, on pense déjà depuis Pierre Janet, depuis Freud, hein, donc depuis très longtemps, on pense que c'est aussi pour protéger le cerveau d'une surcharge émotionnelle et puis de la personne, de la protéger de ces souvenirs-là. Puis on fait aussi maintenant beaucoup de recherches avec les résonances magnétiques, avec toute cette imagerie médicale où on montre effectivement que les parties du cerveau qui devraient fonctionner correctement ensemble, eh bien, quand on a ces amnésies-là, elles ne fonctionnent pas tout à fait comme elles le devraient. Donc, il y a l'amygdale qui est le centre de la peur, le centre des émotions, il y a l'hippocampe qui est le centre de la mémoire, et puis il y a le néocortex préfrontal, la partie qu'on a là devant à l'avant du cerveau qui gère les émotions. Et donc, ce qu'on appelle la connectivité, donc la connexion entre ces différentes zones, eh bien, elle ne fonctionne pas comme elle fonctionne quand on n'a pas d'amnésie. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui sont très intéressantes et qui bon, ne divisent pas les chercheurs sur la recherche. Bon, par contre, ce qui va diviser les chercheurs, c'est sur l'historicité exacte des souvenirs. Mais aujourd'hui, on s'accorde de plus en plus à dire qu'on a ces mécanismes et on a maintenant la science qui vient montrer, expliquer. On voit que quand les gens sont traumatisés, ben, cette zone de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe est sous-activée, donc elle ne s'active pas suffisamment. Hein, donc, enfin, pas suffisamment, pas comme elle le fait habituellement. Donc, c'est vraiment je veux dire, des découvertes au niveau neurosciences qui sont assez récentes. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait
de découvrir qu'en fait, on pouvait avoir toute une partie de nous qui était là, qui est bien présente. On parle aussi d'amnésie dissociative parce qu'il y a une partie de la mémoire qui est dissociée de la mémoire normale. Donc, les deux mémoires existent, mais elles ne connectent pas. Qu'est-ce que ça t'a fait par rapport à aussi toutes tes recherches sur la conscience, sur ce que tu appelles l'âme dans ces livres, de constater qu'on peut comme ça avoir tout un pan de notre histoire qui est là, stocké quelque part et inaccessible. Bah, écoute, dans un premier temps, ça, ça m'a évidemment fait douter de la réalité de ce que je découvrais. Parce que pour moi, il était inconcevable que je puisse avoir vécu des choses aussi graves et n'en garder aucun souvenir. Aucun souvenir. Donc, en tout premier lieu, ça a été doute, 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 doute. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai inventé ça. Je, j'ai recouvré cette mémoire pendant une séance de psychothérapie assistée par des psychédéliques. Donc je travaillais avec une thérapeute qui m'accompagnait. J'avais pris de la MDMA pour amorcer le travail d'ouverture de la conscience, suivi par une prise assez importante de psilocybé, des champignons. Euh, le but à ce moment-là était absolument pas de découvrir des mémoires oubliées, vu que par définition je ne savais pas que j'avais des mémoires oubliées. J'étais à ce moment-là dans un travail de recherche pour induire des états de conscience modifiés de plus en plus puissants pour mon travail sur la conscience et pour essayer d'aller voir de l'autre côté de la mort. En fait, mon travail consistait vraiment à prolonger ce que j'avais déjà commencé en Amazonie avec les chamans, c'est-à-dire d'induire des états de conscience modifiés avec des substances antéogènes de plus en plus massives, avec des doses de plus en plus importantes, pour pouvoir vraiment euh, euh, quitter le monde de notre matérialité, quitter le monde de ma personnalité et entrer dans le monde de l'âme. Donc j'ai travaillé avec des psychothérapeutes pour ça, parce qu'il était hors de question que je fasse ça tout seul. Et dans le cadre d'une séance avec cette psychothérapeute accompagnatrice, tout d'un coup, patatrac, tout mon plan de travail s'effondre et je découvre cette vision. Et plutôt, c'est pas vraiment une vision, c'est pas uniquement la vision de cet homme qui m'est apparu. Il y a eu la vision d'un homme qui m'est apparu, où je voyais clairement qui c'était, mais c'est plus comme si tout d'un coup, une fleur s'ouvre à l'intérieur de toi, une fleur de connaissance. C'est comme si tout d'un coup, les souvenirs reviennent, la mémoire revient, l'évidence, la compréhension d'un enchaînement de choses. Tout d'un coup, tout se réouvre et tout devient évident. Donc, je savais que c'était pas une hallucination, enfin voilà, pour dire les choses clairement. Je savais que c'était pas du tout du ressort de mon imaginaire. Je savais qu'il y avait une évidence émotionnelle d'une indiscutable puissance qui s'était développée. Mais mes doutes sont venus sur, OK, l'émotion est là, il y a un petit garçon qui parle, mais est-ce que ce que j'ai vu, est-ce que le scénario qui se dessine, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est cet homme vraiment? Est-ce que ça s'est passé comme ça, etc. Il y avait l'évidence et l'indiscutabilité de l'émotion et de la révélation, mais une cascade de doutes terrifiants sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, jusqu'à quel point et avec quelle personne est-ce que c'est réellement lui, etc. Donc cette phase de doute, elle a été profondément compliquée. J'ai refait plusieurs séances avec la psychothérapeute pour essayer d'en savoir plus. Donc, on a encore augmenté les doses. Et évidemment, rien de nouveau n'est apparu. Et la psychothérapeute m'a dit au bout de 3-4 séances, elle m'a dit, tu sais, il faut arrêter cet acharnement. C'est pas une technique pour essayer d'avoir plus d'éléments. Euh, c'est une technique d'accompagnement psychothérapeutique. Si tu les fais avec l'intention d'avoir plus d'infos, tu vas pas nécessairement les avoir et ça peut toi te bloquer dans un espèce de processus euh, qui va être compliqué à gérer. Donc j'ai arrêté cette psychothérapie assistée, j'ai plus travaillé avec les psychothérapies, avec les psychédéliques, et j'ai commencé un travail psychothérapeutique plus conventionnel pour travailler sur l'émotion, pour travailler sur l'intégration de cette émotion, etc. Et à côté de ça, pour lever le doute, pour essayer de lever le doute, j'avais l'option, je vais voir l'homme impliqué et j'essaye d'avoir ses aveux. Bon, ça, c'était extrêmement délicat parce que, comme tu l'as dit, très peu de gens avouent. Donc, je savais que cette option-là, elle était aussi fragile. Et, mais en fait, il s'est passé un certain nombre de synchronicités
qui sont bien reprises d'ailleurs par Grégory Panafian dans le livre, que je raconte dans Nos âmes oubliées, et qu'il a magnifiquement mis en image dans cette bande dessinée. Un certain nombre de synchronicités euh, qui m'ont confirmé que, ok, il se passait vraiment quelque chose et que j'étais sur la bonne piste. Et puis après, je suis allé utiliser les outils que j'utilise pour d'autres moyens, et notamment les médiums, tu sais, les personnes qui prétendent communiquer avec l'au-delà, elles ont des capacités extrasensorielles, elles ont des capacités à capter de l'information de la part de défunts ou de la part de je ne sais quoi. Et donc, j'ai fait un petit test qui a consisté à envoyer la photo de cet homme à 8 médiums différents, sans rien leur dire, en utilisant les mêmes méthodologies que j'utilisais pour la mort. Est, ouais. Et, euh, et là, ça a été juste estomacant de voir que les 8 personnes me décrivaient le même personnage, avec des caractéristiques très particulières, de manipulation, de perversité, etc. Et 3 de ces médiums ont vu les abus sexuels, avec toute la difficulté à me l'exprimer, parce que quand je testais ces médiums, c'était des histoires pour communiquer avec mon père, pour communiquer avec mon frère, ou avec d'autres cibles dans l'au-delà. Euh, donc voilà, le fait de tout d'un coup voir arriver des choses extrêmement désagréables, et voir euh, les abus sexuels, ça a été compliqué pour eux de me l'exprimer, mais je raconte tout ça en détail dans le livre. Et ça m'a aidé quand même à augmenter mon niveau de confiance personnelle en moi-même. Mais c'est jamais gagné, tu vois, c'est jamais gagné. Et après avoir fini l'écriture du livre, après l'avoir publié, le Noël suivant, j'ai reçu un texto de la femme de l'homme impliqué, qui soi-disant, venait de découvrir que je racontais tout ce que je racontais, et qui m'a accusé, qui m'a dit oh là là, c'est de ta faute, tu me gâches la vie, comment tu peux dire des choses pareilles, etc. Et ça, plutôt que d'être dans la défense et camper sur mes pieds, ça m'a écroulé. Ça m'a écroulé, je suis retombé malade. Enfin, voilà, j'ai fait une réaction psychique je suis tombé malade, et ça m'a profondément heurté. Mais avec le temps, progressivement, cette question du doute, elle s'est résorbée, à la fois de façon pragmatique, en ayant des éléments de preuve. La confrontation que j'ai avec lui, il a beaucoup, beaucoup aidé aussi, parce que pour moi, j'ai vraiment reçu les aveux de son âme. Et, le travail de guérison que j'ai fait, et même la bande dessinée, tu sais, cette bande dessinée, en fait, Grégory m'a contacté il y a 2 ans de ça, en me disant, je ne le connaissais pas, il a lu le livre et ça l'a énormément touché, et il m'a dit qu'il voulait adapter le livre. Et ma première réaction, ça a été de dire non, 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 ça, j'y retourne plus, je veux plus y aller, ce livre, je l'ai posé, j'ai fait mon boulot en posant ce texte, maintenant, hop, je passe à autre chose. Et puis, je suis parti en Inde, donc il y a 2 ans et demi. Et, euh, et là, c'est vraiment amorcé le début de la reconstruction. Le début de la reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui m'ont remis dans la lumière, qui m'ont remis dans la vie. Et après 2 mois, un peu plus de 2 mois passés en Inde, je me suis dit, mais ce livre, si, il faut qu'il existe, cette BD doit exister. Et donc j'ai rappelé le scénariste, dessinateur, Grégory, et je lui ai dit, écoutez, si le projet est toujours d'actualité, si vous êtes toujours partant, je me sens aujourd'hui les épaules de, de le voir vivre sous cette forme. Et il l'a fait, et le livre est né comme ça. Et il est vraiment magnifique, hein. Donc, tu as montré plusieurs fois la couverture, mais la remontre, moi, quand j'ai ouvert le paquet dans lequel est arrivé le livre, j'étais subjuguée et les dessins sont vraiment très, très, très bien faits, très, très beaux. Voilà. Et puis, donc, je trouve que c'est vraiment important parce que ceux qui lisent des BD ne lisent pas nécessairement Hum. des livres et inversement. Et donc, ça peut toucher vraiment aussi un public différent. Bah, je l'espère, je l'espère. C'est l'objectif de cette adaptation. Est-ce que tu as vu une différence dans l'accueil du public? Là, je vais pas parler de ta famille, mais du public par rapport à ce premier ouvrage en 2021 et puis ce deuxième ouvrage qui est le même mais en bande dessinée en fin 2024. Est-ce que dans ces années qui se sont écoulées, tu as vu quelque chose qui a changé?
Bah, dans les retours que j'ai eus, euh, j'ai surtout été frappé par le fait que euh, des gens ont réalisé vraiment ce qui s'était passé. C'est-à-dire que dans le livre, je raconte en détail ce que je vois, ce que j'expérimente pendant cette vision, euh, ce que voilà, tout ce que j'ai traversé. Mais c'est du texte, c'est du livre, donc le lecteur, il voit naître des images intérieures à partir de ces mots, de ces phrases, de ce texte. Mais là, de les mettre en images directement, les images, moi-même d'ailleurs, les images de la vision que j'ai eue, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai découvert ça, ça m'a donné un punch comme ça. Et ça a été aussi la réaction de ma fille ou de ma mère, par exemple, quand elles ont vu les images, ça a eu un impact émotionnel plus fort, euh, euh, ouais, plus Et fort et le plus choc puissant. des images, quoi, hein. Le poids des Ouais. mots, le choc des images. Il y a rien de, c'est pas des images dégoûtantes, c'est plus l'impact et le talent de Grégory qui a donné un, une- un aspect visuel à ce que j'évoquais et il l'a fait avec un respect et un talent extraordinaire. Je me reconnais vraiment visuellement dans ce livre-là. C'est-à-dire que ce que j'ai expérimenté en état de conscience modifié, ce que j'ai vécu, il l'a mis en image sans qu'on en ait beaucoup parlé, hein. Je ne lui ai pas donné des consignes jour après jour. On a eu un rendez-vous de travail qui a duré un après-midi où je lui ai raconté mon histoire, il m'a posé 1000 questions. Et après, il a fait son travail de son côté. Et quand j'ai découvert le travail qu'il avait fait, à la fois de scénarisation du livre et de mise en image, j'ai rien eu à dire. C'était exactement ce que je ressentais être juste de ce que j'avais vécu. Oui, parce que je me demandais si justement ça n'avait pas réactivé, parce que même si un traumatisme se digère avec tout ce que tu as fait, et ça, je voudrais quand même souligner, hein, on parle beaucoup des thérapies psychédéliques et je suis aussi une des porte-paroles, à ma manière à moi, des thérapies psychédéliques, mais j'insiste aussi sur le fait que c'est pas toujours miraculeux, ça t'a aidé, en tout cas enfin, ça t'a aidé, c'est ça qui a aussi bousculé les choses, mais en même temps. Quand on sait qu'il y a un cancer, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi commencer à traiter. Donc, c'est ce qui s'est passé pour toi, si je donne cette métaphore. Mais c'est pas que du miracle, c'est-à-dire que toi, derrière, il y a eu un travail avec une thérapie plus conventionnelle, et puis tu as fait des tas d'autres choses qui ont contribué à te restaurer. Et je me demandais même, voilà, un traumatisme qui peut être digéré quand on est replongé, parce que voilà, on accompagne un scénariste dessinateur, ça peut quand même rebouleverser un peu les choses. Oui, il y a eu de l'émotion, effectivement, mais je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux thérapies assistées par psychédéliques. On vit dans une société de consommation, une société qui part du principe qu'on va régler tous nos problèmes en prenant quelque chose de l'extérieur, un médicament, etc. Et dans le domaine médical, voilà, c'est ça. On confie son destin et son chemin de guérison à un médecin, à une substance, etc. Et je pense que les psychédéliques, notamment leur volet thérapeutique, sont aussi un peu vus parfois naïvement, un peu comme ça. Et je l'ai vu dans les courriers que j'ai reçus suite à la publication du livre, où les gens me disaient, je suspecte avoir vécu des choses, je voudrais faire une thérapie psychédélique comme vous. Pour moi, les psychédéliques, depuis le chamanisme que j'ai fait, que j'ai commencé il y a presque 20 ans, a essentiellement consisté à ouvrir des portes. Mais une fois que les portes sont ouvertes, Faut il y faire a le un travail ménage. différent à faire. Faut y aller. Faut y aller. euh, et là, en l'occurrence, dans le travail de découverte de ce trauma infantile, une fois que la porte est ouverte, il y a un travail de toute autre nature qui se met en place, qui peut utiliser des outils très différents, hein, de l'hypnose, le MDR, des thérapies assistées en microdosing de psychédéliques, peu importe, mais la nécessité d'ouvrir une porte n'est plus là vu qu'elle est déjà ouverte. Et souvent, j'ai observé que dans notre société, et même vis-à-vis de la mort, on a tendance à vouloir induire artificiellement des ouvertures de portes permanentes, en fait, hein, à vouloir euh, faire ça une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et je me rappelle des écrits d'un enseignant spirituel pour qui j'ai une admiration extraordinaire, qui s'appelle Ramdas, qui est un psychologue américain décédé aujourd'hui,
qui, après avoir été viré de Harvard parce qu'il travaillait avec ses étudiants sur les psychédéliques, c'était l'époque où c'était encore légal, il est parti en Inde, il a eu un cheminement spirituel, une découverte et une transformation profonde. Et quand il était en Inde auprès de son gourou, donc au tout début de son voyage, c'était dans les années 70, fin des années 60, pardon, il avait du LSD avec lui parce qu'il travaillait beaucoup avec ça, il avait fait des centaines d'expériences de LSD. Et un jour, son gourou lui a dit, mais tu sais, ton médicament là, il parlait de la petite fiole de LSD que Ramdas avait, c'est bien, ça t'emmène voir Dieu, Jésus, Bouddha, et tu restes avec eux quelque temps, mais tu reviens. Et est-ce qu'il ne serait pas plus utile de développer en toi des dispositions qui te permettent d'être tout le temps avec Dieu, Bouddha et Jésus, sans avoir besoin d'un artifice pour y aller? Et ça m'a vraiment parlé parce que j'ai vécu, que ce soit en chamanisme ou avec les thérapies assistées ou les substances que j'ai pu explorer au cours de ces années, j'ai vécu des expériences qui ont été pour moi totalement transformatrices, totalement bouleversantes et qui ont vraiment permis de faire sauter des verrous intérieurs que je me mettais inconsciemment. Euh, et elles ont été source d'un enseignement profond, source de révélations extraordinaires et d'une compréhension surtout de ces dimensions de la conscience. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai besoin ou envie tous les 15 jours ou tous les mois de reprendre ces substances pour repartir dans le même lieu, parce que je reviens exactement dans le même état. J'ai vécu une expérience, mais je reviens dans le même état psychologique, en fait, avec les mêmes névroses, les mêmes difficultés. Et, euh, et depuis plus de 4 ans, j'ai stoppé ce travail avec les substances antéogènes parce que pour moi, les portes sont ouvertes et maintenant, il m'appartient de faire le chemin moi-même à travers d'autres techniques, d'autres outils, une discipline plus quotidienne en fait. Mais on n'aime pas trop ça dans notre monde, les disciplines, le long terme surtout. On a envie que tout se passe en un week-end, tout se passe en 15 jours, que tout se passe en un temps réduit. On voudrait atteindre immédiatement l'éveil sans passer par tout le cheminement. Et, euh, et ce que moi, ces substances antéogènes m'ont appris, c'est que voilà, elles ouvrent la porte, mais après, elles t'invitent à engager ta vie sur un chemin qui va être plus imprégné de ce spirituel, plus imprégné de cette réalité, et que ce chemin-là, il peut être fait euh, par plein de techniques différentes, la Oui. méditation étant peut-être la chose la plus évidente et la plus facile et la plus impactante à partir du moment qu'elle soit pratiquée avec régularité, au moins quotidiennement ou au moins avec une certaine régularité. Tout ça est tout à fait passionnant et voilà, passionnant aussi parce que tu mets des mots justes sur, voilà, il faut faire le ménage une fois qu'on a ouvert la porte. Il faut ancrer ce qu'on a vécu quand on a vécu des choses extraordinaires positivement. Ben, sinon, c'est juste un beau voyage. C'est aussi comment est-ce qu'on va ancrer ça dans notre quotidien et les pratiques sont importantes. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui lisent tes livres retiennent? Donc, je parle de pas de tous les livres parce que sinon on est encore là demain matin sur ce qu'on pourrait en dire, mais par rapport à Nos âmes oubliées, qu'est-ce que tu as envie que le public sage retienne? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie, au-delà de cette interview, de cet entretien, d'aller plus loin, de lire ces livres? Bah, écoute, tout est déjà bien détaillé dedans et dans la bande dessinée adaptée par Grégory. Euh, Peut-être juste, c'est pas une obligation de, de lever le secret. Tu sais, moi, ce secret, il est resté en moi 52 ans. Il est sorti à la lumière parce que avec ténacité, j'ai fait ces expériences, j'ai voulu comprendre et explorer les tréfonds de mon inconscient, toutes les zones d'ombre, et que finalement, après des années et des années et des années d'acceptation et de confrontation directe avec les zones les plus profondes de mon être, finalement, c'est sorti. C'est un très 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 long processus. Ça aurait pu rester enfoui. Et à certains moments, dans les semaines qui ont suivi cette révélation, à certains moments, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû.
ça va peut-être être trop dur. Je vais peut-être pas survivre à ça. Donc, je pense que j'ai envie d'inviter à beaucoup de prudence et de modestie. Euh, c'est pas parce qu'on suspecte avoir été abusé qu'il faudrait nécessairement aller partir en Amazonie pour se mettre là, pour vivre des expériences comme ça et se donner la possibilité de mettre ça en lumière. Le mécanisme du déni, le mécanisme de l'amnésie traumatique est un mécanisme de protection avant tout. Et on se protège. Et dans le mot protéger, il y a le mot protégé qui est peut-être le plus important. Euh, si j'avais pas eu ce mécanisme-là enfant, je serais peut-être mort. Euh, et, et si on lève ce mécanisme-là, il y a le danger de mort derrière. Moi, j'ai, j'ai eu des pensées suicidaires dans l'année qui a suivi la révélation. Et surtout l'année qui a suivi la publication du livre, où tout d'un coup, naïvement, je pensais que c'était réglé. Je me suis aperçu que c'était pas réglé. Et, et c'est compliqué à gérer de se découvrir vide, de devoir se reconstruire, repartir de zéro alors qu'on a 54 ans. C'est pas évident. Donc, il y a, à travers ce livre et à travers mon expérience, il n'y a pas de leçon universelle, il n'y a pas d'obligation universelle, il n'y a pas d'injonction, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Euh, et même les psychédéliques, tu vois, souvent j'ai reçu des courriers de personnes me demandant mais comment est-ce que je peux faire? Parce que voilà, la thérapie assistée par psychédélique n'est pas légale et possible en France. Elle est possible en Suisse, notamment, mais ça reste un protocole assez compliqué et fastidieux et long. Euh, Et en Suisse, il faut être oh, résident suisse pour pouvoir y accéder. en plus, bon, bah voilà. Euh, Moi, et tiens, j'ai beaucoup d'émotions en pensant à ça. Ce qui a été déterminant, même si l'outil psychédélique est un outil formidable, d'une très grande puissance, ce qui a été déterminant, c'est ma rencontre avec Lénie, la thérapeute avec qui j'ai travaillé. C'est, c'est la confiance qui s'est établie entre nous, la relation d'amour, la relation extraordinaire, la relation thérapeutique extraordinaire qui a permis la mise en lumière de ça. C'est pas la substance toute seule. La substance toute seule, elle peut t'emmener en enfer comme au paradis, suivant le cadre et le contexte dans lequel tu l'as fait. C'est comme un bistouri. Un bistouri tout seul, ça fait rien. Ça peut égorger quelqu'un, ça peut soigner une autre personne en opération du cœur, mais le bistouri ne vaut que parce qu'il est employé dans les mains d'un chirurgien expert. Les thérapies psychédéliques, c'est pareil. La substance en elle-même n'est rien, elle n'est qu'un outil dans une relation thérapeutique. Et moi, cette relation thérapeutique avec Lenny, elle a été prépondérante. J'ai travaillé avec des psys dans ma vie, beaucoup d'amis psy, tu en es la preuve. Euh, mais tout d'un coup, il y a une relation qui se tisse et cette relation, elle fait l'essentiel du travail. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que la relation thérapeutique, surtout dans les traumas, même si ce sont des traumas qui s'ignorent, comme dans les cas d'amnésie traumatique, mais la relation thérapeutique, elle est essentielle. J'ai envie de dire, même si on va pour une phobie, de l'avion, c'est moins important, mais ça peut toujours être important. Et on a toujours ce que j'appelle le pouvoir des pieds, c'est-à-dire de faire demi-tour, hein, quand on n'est pas content, quand on ne le sent pas, quand on n'est pas à l'aise avec un thérapeute, on Mm, n'est pas obligé de poursuivre, hein. Parce que parfois les personnes se forcent. Non, je pense qu'il faut vraiment être en confiance. mm. Alors, c'est quoi le mot de la fin? Euh, je fais un peu de pub, le mot de la fin. Aller au Tibet. Alors, J'ai, explique-nous, explique-nous. alors ça, c'est le tout nouveau bébé. C'est un album qui sort le 14 mai. Un album photo du voyage que j'ai fait avec mon frère Simon au Mont Kailash il y a de cela à peine un an. Un pèlerinage que l'on a fait sur les traces de notre frère Thomas. Mon frère Thomas, enfin notre frère Thomas est allé au Tibet, il avait une recherche spirituelle folle, il est parti au Tibet de nombreuses fois et il a fait 3 fois le pèlerinage autour de cette montagne sacrée. Le mont Kailash est une montagne sacrée pour plusieurs religions du monde, elle est considérée comme le centre du monde, le centre énergétique du monde. Elle ne se gravit pas, en fait le pèlerinage consiste à en faire le tour, c'est une longue boucle qui fait 52 km. On est à 5000 mètres d'altitude au plus bas. Il y a un col à passer qui est à 5630 mètres. Et Thomas avait fait ce voyage-là. Et après sa mort, tandis que moi, je m'orientais vers mes recherches et
ce travail journalistique, mon plus jeune frère Simon, qui était allé avec Thomas en 95 autour de cette montagne, est reparti pour faire ce voyage et il est reparti plusieurs fois au Kailash. Et depuis 20 ans, Simon me dit régulièrement, j'aimerais beaucoup qu'on parte ensemble, qu'on fasse ce voyage ensemble autour de la montagne. Et puis ça s'est jamais fait. Et l'année dernière, bah, ça s'est fait finalement. Voilà, je l'ai accompagné avec ma compagne, avec un ami photographe qui s'appelle Michael Lafontan, qui a fait un travail photo tellement extraordinaire qu'on a décidé d'en faire un livre dans lequel on raconte ce pèlerinage, on raconte ce voyage intérieur et extérieur. Et voilà, et ce livre vient de sortir chez HarperCollins, La montagne magique, avec voilà, un texte important et des photos de Michael qui sont juste sublimes. Voilà mon petit mot de la fin, un petit peu de pub. Est-ce que tu serais prêt à venir nous reparler plus en détail de ce livre quand il sera dans toutes les bonnes librairies, comme Ah on le bah, dit? écoute, pourquoi pas, avec plaisir. Eh bien, rendez-vous est pris alors. Un grand merci Stéphane. Merci à toi, Evelyne. C'était toujours aussi précieux et profond d'échanger avec toi sur ces sujets. Et donc à tout bientôt puisque nous allons reparler de ton prochain ouvrage très prochainement sur Résilience Psy. Avec plaisir. Vous avez aimé cet entretien, pensez à le partager, pensez à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Résilience Psy est sur YouTube, sur Spotify, sur le web et sur Facebook. À bientôt pour de nouvelles aventures.